Salut Thibaut. Merci pour l'accueil, c'est formidable. Attends, tu rigoles ou quoi? On est vraiment sur un show de la nuit. Et la nuit n'est pas finie. Attention. Attends, pas del noche, attention hein. Ça commence tout de suite. Comment est-ce que tu vois ta carrière à la fin? Ta carrière débutante quand tu sors des études, tu te vois comment à ce moment-là? En fait, ce sont les années 90-2000. C'est différent d'aujourd'hui où il y a énormément de canaux de diffusion. Il y a Internet qui est complètement partout dans la vie courante, l'intelligence artificielle désormais, etc. Et en fait, à l'époque, pendant toutes mes années d'études, on va dire lycée et post-bac, le message qui revient, comme quand j'étais dans le foot où j'ai fait sport-études, c'est fermé, il n'y a pas de place. Trouve autre chose, prends un travail classique, tranquille, voire même fonctionnaire et tout. Sauf que ça ne correspondait pas à mon tempérament. Donc le foot, trop réfléchi, pas assez bon. Il se trouve que je me suis dit, je vais trouver un moyen de travailler autour de ça, mais après le sport-études, tu ne perces pas, pas de problème. Mais là, à ce moment-là, le journaliste qui couvrait... Voilà, je vais la faire courte, mais le journaliste qui couvrait pour le journal régional les matchs de l'équipe où je jouais, la Montagne, me dit mais tu sais l'été nous on cherche toujours des pigistes, on cherche toujours des gens pour bosser, etc. Toi tu me dis que tu aimes le journaliste, je vais faire ça. Pas. Et on verra puisqu'on me dit que c'est impossible. De toute façon à 18 ans de devenir journaliste, c'est trop tôt, il faut faire d'autres études ou des prépas ou Sciences Po, etc. Donc face à ça, moi je me dis je vais faire des études qui servent à quelque chose, gestion d'entreprise. En même temps, on m'embauche en tant que pigiste tous les soirs et tous les week-ends. Donc là, on se rend bien compte que les entraînements de foot, les matchs, je continue, mais ça devient compliqué. La charge de travail est compliquée. Mais je me passionne d'aller couvrir la brocante le dimanche matin, faire le compte-rendu du match de foot le samedi soir. Et je me dis, mais en fait, il n'y a pas que le foot, il n'y a pas que le sport. C'est cool d'écrire sur le local. Et donc là, d'abord, je continue mes études tout en étant accompagné par la Montagne les soirs et les week-ends. Eux me proposent à Bac+3 un job, c'était à Nevers dans la Nièvre, que je refuse en me disant il faut peut-être que j'aille encore plus loin que Bac+3 quand même, pour la suite on verra. Et là, j'entre dans un master de journalisme à Paris. Je me dis tiens, je vais quand même boucler la boucle. Sur ces 2 années de master, il y a 2 ou 3 stages. J'en fais un au Québec, à Montréal, dans un média québécois où je vois que en fait, les Parisiens sont beaucoup trop stressés et complètement fous à travers le travail, le stress qu'ils se mettent par rapport à d'autres pays. Ça m'ouvre aussi à des cultures différentes. Et en fait, je devais faire un stage de juin à le plus de 6 mois pour finir mon master. Et je tombe pour la première fois de ma vie, je vais sur tf1.fr. LCI recherchait un stagiaire en urgence. Il y en a un qui était parti du jour au lendemain. Et en fait, j'appelle le lundi, il me convoque le mardi, le mercredi, je fais un test, le jeudi, je commence. Et tu déboules sur LCI. Et j'appelle avant même le... Merci. Oh là là. Formidable. Oh là 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 là. Tu démarres sur TF1. Et je démarre sur LCI TF1 en stage. Sur LCI est à vous, l'émission d'actu vue du web. Ça démarre comme ça. Moi, j'ai appris sur le tas. Donc, et avec une équipe. Vas-y, par tournée, ok. Polyvalent à mort. Ouais, t'es jeune, t'en veux, fonce, amuse-toi. Tu demandes rien. J'ai jamais demandé d'augmentation. Je suis resté 9 ans en CDI. Et d'ailleurs, quand je suis allé voir pour dire bon, je démissionne, je vais aller faire autre chose, ils m'ont dit mais tu veux combien? Ouais, t'es la famille, t'es avec nous depuis. J'ai dit ouais, non, c'est pas ça. C'est que là, on me propose autre chose. Je vais me mettre à mon compte, je vais faire autre chose. Et je suis parti fin 2016 comme ça pour C8 en Si je résume la carrière 2025 de Thibaut, c'est quoi les différents médias, émissions, plateformes? Alors, si on fait très vite, ça a été LCI TF1, C8, CNews, et dans ces années-là, 2016-2021, création de ma chaîne YouTube, puis 2021 ma chaîne Twitch, donc en parallèle. Ça c'est avant du coup. Voilà, 2021, ça a été en parallèle. 2021-22, j'ai été sur la chaîne L'équipe. Donc de 2017 à 2020, j'ai aussi présenté une émission NBA pour First Team, une grosse chaîne YouTube. Ouais. Et avec Webedia. Voilà, avec Webedia. Et donc tu es dans des conditions de studio qui sont comme des vraiment aucun problème. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que j'écris un livre. Je suis sur je m'occupe des pages sport pour entrevue.fr. Ouais, ok. J'ai ma chaîne YouTube, ma chaîne Twitch avec des directs 3-4 jours par semaine. Aujourd'hui, défricher, me planter sur YouTube, refaire, réessayer, changer de contenu. J'adore, ça fait partie du jeu. Et en télé, c'est vrai que on le permet moins parce que l'engagement économique pour faire une émission, bon, au bout d'un mois, ça marche pas dehors. Bien sûr. Là, on peut se tromper et c'est ça qui est passionnant aussi, de tâter le terrain et d'essayer de dompter les algorithmes
Là, c'est Ouais, C'est quelque chose. c'est autre chose. Là, C'est quelque c'est un métier à part entière et il y a des gens qui savent le faire Voilà. mieux que nous et il faut leur donner un petit peu la main. bravo. L'interview la plus mémorable que tu aies fait, parce que tu as interviewé vachement de monde, c'est vrai, là, sur tout au long de Et ta notamment carrière. si on parle de sport, c'est Et si monstrueux. on parle de sport, donc le sportif qui t'a régalé, voilà, tu as l'air de l'avoir déjà. Ah, ça y est, ouais. Ouais. Ça brille dans mes yeux. Ah. Ok. Et la suite, la deuxième, en Ouais, fait, vas-y. c'est la même question. Le sportif vivant que tu rêverais D'un côté, d'interviewer. Celui Ronaldo qui- R9, Ah le oui. Brésilien, Ah oui. parce que on me le propose. Il vient de finir sa carrière, il vient à Paris pour un tournoi de poker et une amie chargée de communication me dit tiens, j'ai R9, tu le veux en 1-1. Wow. En revanche, tu parles. Je dis j'ai fait italien LV2, ça va. Il avait joué à l'Inter et tout. Espagnol, moyennas. Anglais, parfait. Et donc, ça se lance comme ça. C'est parti pour 12 minutes ensemble. Adorable, avenant. Et en fait, à la fin, j'ai sorti une pochette surprise de ma veste. J'avais un maillot du Brésil. Je me suis dit, je vais finir l'interview, il me le dédicace. Et on est en interview enregistrée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la chargée de communication, donc pas ma pote cette fois, plutôt du coin, donc l'organisation de l'événement ou je ne sais quoi, rentre dans le champ et dit ah non, c'est pas possible, c'était pas prévu. Alors, vous voyez comment maintenant tout est prévu avec les stars, etc. Et je lui dis, mais c'est juste pour la fin de l'interview, il la signe pour nous, on montrera le maillot à l'antenne, etc. Ah non, non, ça, il n'a pas le droit. Et lui, il se lève, il lui dit, bien sûr, avec plaisir, etc. Ça me fait plaisir. Et il le fait, et il signe, et il me redonne le maillot. Génial. Et je l'ai mis donc en studio désormais de streaming derrière moi. Magnifique. Donc magnifique. Et à la fois, je peux obliger, quasiment à égalité, je suis obligé de citer Zinedine Zidane. Bah oui. 3 heures à Madrid Ouais. avec lui. Alors, c'est comme ça, j'étais plus fan de Ronaldo R9 qui a marqué mon enfance que Zidane, même si Coupe du Monde 98, le but contre Leverkusen, etc. C'est une légende. Mais je vais faire l'interview avec un peu moins de, tu sais, les picotements. Je me dis, Ah c'est ouais, archi- moins un Zidane. petit peu moins. Ah ouais, Pour c'est marrant. Ronaldo, Ah ouais. j'étais là, bon, en plus, il faut parler italien, etc. Je maîtrise. T'avais un mais- peu plus de pression. mais pression. T'avais un peu... Zidane, je me dis, ça va être que du plaisir. Ouais. Et en fait, il rentre dans la salle pour le maquillage à côté de moi. Et là, je fais waouh! En fait, au C'est niveau Zidane, charisme, Ah ouais. il envoie une aura, une magie, une sympathie en plus, une élégance. J'ai envie de me mettre à côté et de l'applaudir. Dire, ah, toi, t'es génial avant même de sympathiser. Et donc, il fait le job parfaitement, il était royal, etc. Donc là, ces deux interviews-là sont... Petit peu de resteront- distance. Et Je- le sportif, la le suite, sportif vivant que tu rêverais Ah oui. d'interviewer. J'en ai 3. Ah, Ouais, bah, tu peux, vas-y. vas-y, Ah, vas-y. vas-y, fais-toi Bah, en plaisir. plus, tu passes ta pub comme ça. voilà. Alors, ils n'ont pas... Et puis là, on C'est est chez A eux, priori, ça va se faire, a donc, priori, tu vas comprendre pourquoi. A priori, ils vont pas. Ils sont vivants, Ils vont hein. pas écouter. Vivants, bien vivants. sûr. Ah, Légende vivants, de la bien sûr. boxe, qui moi a bercé parce que je suis de 85, qui a bercé Mike. ma génération. Iron Mike Tyson. Et par rapport à sa vie, où il a eu plusieurs casquettes, plusieurs vies, l'enfance difficile, la fan des pigeons, ensuite la boxe. J'ai lu sa bio, j'avais les larmes aux yeux. Ouais, ouais. La vie est folle, champion du monde le plus jeune de l'histoire, puis la dégringolade, les remontées, la cocaïne, tout, pour arriver à faire du stand-up. Sur Netflix. À lancer- Ah non. Ouais, le stand-up, Netflix, Ouais. il est... Et la bagarre contre un youtubeur. Et là, on arrive à cette année, Voilà. enfin l'année dernière, la bagarre, en effet, pour à combien, 55 ans ou je sais plus Pour exactement. prendre un gros billet, Pour quoi. prendre un billet énorme et à la fois assurer quand même un spectacle. Ouais, ouais. Il a été pro, il l'était parfois moins pour défendre sa ceinture de champion du monde. Donc il y a lui, dans la même mouvance, il y a un des mecs les plus influents au monde que j'ai vu naître sportivement, qui sortait du foot américain sans grand succès. En fait, il est devenu catcheur, il s'appelle Dwayne Johnson. Et je me suis dit, putain, ce mec, c'est incroyable comme il est électrisant, comme il est. Et j'aimerais bien du coup le voir en vrai. Je pense que les Américains, ils font tellement le taf comme il faut dans ces cas-là qu'ils feraient le taf magnifiquement à la Ronaldo ou d'autres, comme on les a cités. Et donc Dwayne Johnson, j'aimerais bien creuser un petit peu le personnage, Ouais. parce qu'il est tellement tout le temps dans le côté théâtral qu'il a appris au catch, qu'il a relayé ensuite pour les films d'action principalement à Hollywood, que j'aimerais
Alors lui par contre, il nous regarde. Hein. Ouais, En tout cas, au dernier épisode, il est là. Normalement, tu peux y aller. Et il arrive. Et a priori, alors là, c'est plaisir perso, parce que amour de jeunesse au niveau foot. Et au niveau foot, j'ai surkiffé Tony Vérel. Tony Vérel, bien sûr, pour la Pecou. Nicolas Anelka, depuis tout jeune, j'ai adoré. Et c'est devenu quelqu'un que je connais un petit peu. Donc c'est un plaisir de voir que cette personne est formidable en dehors de la lumière. Et en revanche, il y en a un qui est devenu au cours de sa carrière, faite de énormément de blessures, mais aussi de beaucoup de succès, qui est devenu bouddhiste, qu'on appelait le divin au catogan. Il s'appelle Roberto Baggio. Et moi, jeune ado des années 90, c'est la finale de la Coupe du Monde finale 94. Qui est ma deuxième Coupe du Monde, mais celle de 90, j'étais petit. C'est celle que j'ai vécue vraiment. Exactement. Moi, je me suis dit, ce mec-là, comment continuer, vraiment, comment continuer de vivre. Donc on rappelle qu'il tape au-dessus ou sur la barre. Part au-dessus et il fait cette Coupe du Monde blessé. Il porte l'équipe d'Italie sur son dos. Et en finale, penalty, tir au but entre le Brésil et l'Italie. 1-0-0, une des plus pourries finales de la Coupe du Monde. Et il tape au-dessus. Et le meilleur joueur peut-être du tournoi et du match la met au-dessus. Mais c'est un mec, son pied c'est une main. Ouais. Et là il la met 2 mètres. Là, c'est Nico qui demande. Réponse courte. Je pense que celle-là, on peut pas y échapper. Polémique. On en est où de la vente de l'OM? En 2020, j'ai commencé à bosser par des informations d'hommes d'affaires, etc., sur les négociations de vente de l'Olympique de Marseille. C'était un club qui n'avait pas un euro, qui pouvait même pas se faire acheter de joueurs sur le marché des transferts, qui se faisait prêter des joueurs. Et quand les joueurs arrivaient, leur entraîneur, André Villas-Boas, quittait le club tellement il n'en pouvait plus. Et à partir de 2021, tout d'un coup, le club s'est mis à dépenser environ 80-100 millions sur le marché des transferts normalement, et aujourd'hui avoir une masse salariale exponentielle et record, et pouvoir essayer d'attirer Pogba, Rashford ou encore avoir eu Rabiot en septembre. Comment c'est possible? Entre-temps, moi, par mon indépendance et par le fait que je n'embêtais aucun grand média avec ça parce que ça gêne le club de parler de ça, et ce que je peux comprendre, et je suis pas là pour me la jouer Mediapart, lanceur d'alerte ou quoi, mais j'ai eu juste une volonté de transparence et d'honnêteté et de curiosité journalistique vis-à-vis de ces nombreux supporters qui n'attendent que ça. Et puis pour le foot français aussi, qui pourra se relever uniquement si l'Olympique de Marseille est racheté par des entrepreneurs du Moyen-Orient notamment, qui feront relever ce grand club français qui est moribond. Et donc, j'ai travaillé tous les jours. Il n'y a pas un jour, Noël ou Nouvel An, où on ne m'a pas parlé du sujet, où on ne m'a pas appelé sur le sujet, où on ne m'a pas envoyé un SMS, et où j'ai travaillé. Et là, je commençais par ça, mais donc, encore en décembre, le conseiller ministériel d'un des grands ministères français qui confirme complètement exactement la chronologie des faits, c'est-à-dire qu'il y a eu une négociation aboutie début 2021. Il y a eu des accords de passé. Entre qui entre l'Arabie Saoudite et l'Olympique de Marseille. Et en fait, derrière ça, au même moment, il y a eu les incidents de la commanderie à Marseille qui ont foutu un bazar total. Et ce que je peux complètement comprendre, ont fait que Franck McCourt a décidé de repousser ce deal acté et la communication et le deal acté. Parce que lui, jamais de la vie, il allait sortir de ce club en étant à ce point vilipendé, etc., insulté. Et c'est normal. Sauf que derrière, alors que le deal était passé et que tout était OK, il y a eu de l'argent donc qui est arrivé comme par magie dans ce club, que personne n'explique. Le club, son entité phare au MLLC, a été mise dans le Delaware aux États-Unis, qui est un paradis fiscal où c'est nébuleux, où tu peux faire rentrer, sortir ce que tu veux sans que personne ne sache. Mais ça, personne ne pose des questions au public alors que ce sont des documents qui sont publics. Et on arrive... je vous passe les aléas politiques de 2022 notamment, avec un clash entre la France et l'Arabie Saoudite qui a fait que tous les deals entre les pays étaient gelés. Et on arrive jusqu'en 2024-2025 où on continue d'avoir des accords qui se passent entre les pays liés, mais l'Olympique de Marseille par rapport aux accords économiques, politiques, géopolitiques représente une cacahuète, peanuts, et donc ça arrivera une fois que la confiance sera totale entre ces pays qui sont en accord, et ça arrivera en dernier. Et donc tout le reste, que ce soit l'énergie, que ce soit les accords, c'est encore le truc piquant là qui me revient dans la gorge. Ça l'a chauffé, Thibaut. Donnez-lui du piment et balance tout. Que ce soit toutes ces ramifications politiques locales, nationales et internationales qui ont fait que le deal a été repoussé. Mais quand vous voyez l'évolution du club, qui a eu son budget depuis 2021, bizarrement depuis mes annonces, comme quoi c'était vendu, à 2025, le budget a été doublé, voire bientôt triplé.
Un Le club. deal, pardon Thibaut, je te coupe. Ouais. Le deal est repoussé ou la communication sur le deal est repoussée? Mais en fait, tout le problème, moi je l'ai déjà dit 100 fois en mea culpa, c'est-à-dire que quand vous annoncez qu'un club est vendu, normalement, en effet, ça s'annonce publiquement derrière. Là, par les aléas X et Y que j'ai expliqué, ça n'a pas été Ça a été annoncé. perturbé, Ça on a va été dire. perturbé et ça n'a pas été annoncé. Mais si en fait tout était tombé à l'eau, en fait, Frank McCourt se montrerait, serait sur le devant de la scène et gérerait le club. Ce qu'il ne fait plus parce qu'en effet, il y a un accord de cession donc, qui est confirmé. Qui est en cours, du voilà, coup. qui est en cours. Mais quand vous dites vendu, vous pouvez Oui, on vendre- pense que c'est ouais. fait. Et voilà, et c'est un problème tout à fait de compréhension et de communication. Et donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en effet, vous vendez les Palais d'Élysée, vous pouvez l'avoir vendu ce soir, on signe, je vous le rachète, et je vais le prendre que dans 2 ans. Ça peut être effectif, exactement. Dans 2, 3, 4, 5 ans. Comme le Paris FC. Comme le Paris FC il y a aussi. une période de transition, Voilà, il y a etc. une période de transition, alors elle qui est publique justement. Ouais. Et l'OM, on est complètement dans une période de transition nébuleuse, puisque le club, en effet, sans jouer la Coupe d'Europe, en divisant quasiment par 3 ses droits télé, a des fonds. Alors on nous dit, ils ont un propriétaire qui finance. Ok, pas de problème. Donc ça, c'est un sujet, je parlais 6 heures, j'ai écrit le livre de tout le récit de 4 ans, et tout est carré là-dessus, avec des sources politiques, avocats, joueurs, anciens joueurs, agents. T'as un livre qui partout. sort là-dessus. J'aurai un livre, une fois que ce sera officiel, pour raconter le récit Voilà, de ce qui s'est passé, voilà. puisque ce qu'on a raconté aux supporters est quand même un peu drôle. J'étais le seul à chaque fois, et je finis là-dessus, quand certains médias annonçaient il n'y a pas d'argent à l'OM, il y aura 2 à 4 recrues au mois de juin, à dire mais non, là il y aura un beau mercato, et il y a eu 10 à 12 joueurs, et notamment à l'été 2021. Bon voilà. Thibaut, j'ai 2 infos. La première, c'est qu'il faut jamais te faire manger trop de piment. Ouais, non mais j'aime ça. Mais c'est bien. Et la deuxième, Ma voix c'est a changé. que... Moi, ouais. Si j'étais à ta place, j'aurais tellement hâte que tout ça un peu sorte, infuse et tout, pour tu vois, avoir une posture un Faire peu d'autres plus choses. chill et passer à autre chose. Parce que nous, à travers un joueur du club qui nous a posé la question, on s'est dit c'est intéressant de t'interroger là-dessus.